Les flocons tombaient doucement sur la place du village, recouvrant les pavés d'un manteau blanc. À l'intérieur de la vieille boulangerie d'Henri, l'odeur de pain chaud se mêlait à celle du bois humide brûlant dans le poêle. Il était presque 14 heures, l'heure creuse entre le déjeuner et le goûter, quand les rues se vidaient et que les clients les plus fidèles prenaient leur café sur les bancs en bois. Henri, veuve depuis plus de 10 ans, essuyait tranquillement son comptoir, un œil sur son apprentie Anaïs, muette mais vive, qui rangeait les plateaux avec soin. Le calme était tel qu'on entendait le grincement régulier du vieux ventilateur suspendu. Puis soudain, la cloche au-dessus de la porte retentit, non pas d'un tintement ordinaire, mais d'un choc brutal. La porte s'ouvrit en trombe et une petite silhouette surgit, trébuchant sur le seuil gelé. Elle portait une robe d'été, sale et froissée, ses pieds nus rougis par le froid, et ses cheveux noirs collés à son front par la sueur et la panique. Elle s'effondra presque contre le mur, ses yeux grands ouverts cherchant un refuge, une réponse, une protection. « Il arrive !» « Il m'a suivi !» cria-t-elle d'une voix brisée, presque étouffée. Tout s'arrêta dans la boulangerie. Les deux anciens, toujours installés à la même table près de la vitrine, échangèrent un regard inquiet. Anaïs lâcha doucement son plateau, ses mains tremblantes. Henri, lui, ne bougea pas tout de suite. Il observa la fillette. Elle devait avoir 8 ou 9 ans, pas plus. Ses jambes étaient couvertes de petites éraflures, ses bras serrés autour d'elle comme pour empêcher son cœur de sortir. Il s'approcha lentement, s'accroupit à une distance respectueuse. « Tu t'appelles comment, ma petite » demanda-t-il d'une voix douce. Elle secoua la tête avec violence. « Pas le droit de le dire. Il m'a dit que personne ne me croirait. Il a dit que j'étais qu'une menteuse, que personne m'aiderait. » Henri tendit la main, paume ouverte, sans s'approcher davantage. « Tu es en sécurité ici, d'accord ? Personne ne va te faire de mal tant que tu es là. » Elle hésita, puis s'agrippa au comptoir comme si sa vie en dépendait. « Il s'appelle Monsieur Delma. Il travaille avec les enfants ? Il a dit que… » La phrase ne se termina pas. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, doucement, comme si le vent l'avait poussé. Un homme entra, bien habillé, manteau gris, écharpe de laine soigneusement nouée. Il portait une petite mallette noire à la main. Son visage était détendu, presque chaleureux. « Ah, la voilà !» dit-il en regardant la fillette avec un soupir de soulagement exagéré. Il se tourna vers Henri avec un sourire poli. « Je suis désolé pour ce dérangement. Elle est sous traitement. Elle fugue parfois. C'est très désorientant pour tout le monde. Je suis éducateur, je m'en occupe. » La petite hurla. « Non. C'est lui. Il ment. » Son cri glaça l'air plus sûrement que la neige dehors. Les deux anciens s'étaient figés. Anaïs s'était reculée contre l'arrière-boutique. Henri, lui, ne souriait plus. Il se releva lentement, planta son regard dans celui de l'homme. « Vous avez une pièce d'identité, monsieur » demanda-t-il, sans hausser le ton. L'homme fouilla dans sa poche et tendit une carte plastifiée, impeccable. Henri la prit, la lut, lentement. Quelque chose le dérangeait. Le papier était trop neuf, trop lisse. Et la fillette tremblait de tous ses membres, les yeux rivés à l'homme comme à un cauchemar revenu. Henri rendit la carte, puis se tourna vers le four, comme pour vérifier quelque chose. Mais sa main passa près de la vieille sonnette d'urgence sous le comptoir. Il lança un regard à Anaïs. Elle comprit aussitôt. En silence, elle glissa vers l'arrière et décrocha le vieux téléphone accroché au mur. L'homme ne remarqua rien. Il souriait toujours. Mais Henri, lui, savait déjà. Ce sourire-là, il l'avait déjà vu chez d'autres. Ceux qui prétendent faire le bien, mais que les enfants fuient sans réfléchir. L'homme prit place sur une chaise près de la vitrine, les jambes croisées, ses gants de cuir soigneusement posés sur la table. « Je vous remercie de l'avoir gardée ici. Elle a eu un épisode, visiblement. C'est une petite qui porte beaucoup de douleur. » Sa voix était calme, presque douce, mais chaque mot sonnait comme répété 1000 fois, trop bien placé, trop lisse. Henri, debout derrière son comptoir, faisait mine d'écouter, mais son regard restait rivé sur la fillette, recroquevillée au sol, dos au mur, refusant obstinément de le regarder. Il lui proposa une boisson chaude, un chocolat, mais elle secoua la tête, fixant toujours l'homme comme s'il pouvait surgir à tout instant. Anaïs revint de l'arrière, main légèrement tremblante, et posa doucement 2 tasses de café sur le comptoir. Elle lança un bref regard à Henri, la gendarmerie avait été prévenue. Henri prit une profonde inspiration, s'approcha de l'homme et lui tendit une tasse. Vous comprenez, dans un petit village comme ici, on ne prend pas les choses à la légère. Surtout quand une enfant arrive pieds nus en criant à l'aide. L'homme acquiesça, feignant la compréhension. Bien sûr, c'est même très bien. Mais elle n'a pas été enlevée, je vous rassure. Elle est simplement très imaginative. Elle a tendance à confondre les faits et la peur. Je suis son référent au centre éducatif depuis 3 mois. Je suis venu dès que l'on a signalé son absence. Il sortit un portable de sa poche intérieure, le posa sur la table. Henri le regarda faire, puis croisa les bras. « Et ses parents » demanda-t-il. L'homme sourit, l'air sincèrement peiné. « En mission à l'étranger. On m'a confié temporairement l'autorité parentale. » La fillette releva brusquement la tête. « C'est faux. Il a menti. Maman m'a dit qu'il venait juste me déposer, pas qu'il vivait avec moi. Il m'a enfermé dans sa cave. » Le silence qui suivit fut brutal. L'homme haussa un sourcil, légèrement. « Zo, et tu recommences. Ce genre d'accusation va te causer beaucoup de tort, tu sais. »
Henri sentit un frisson monter dans son dos. Il s'approcha doucement de la fillette, posa une main sur son épaule. « Tu t'appelles Zoé, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête, muette cette fois. Henri se tourna vers l'homme. « Si tout cela est vrai, vous comprendrez qu'on préfère vérifier quelques petites choses. On va appeler le centre éducatif, parler à quelqu'un d'autre. Une vérification de routine. » L'homme hésita une seconde, puis sourit à nouveau. « Aucun problème. Vous verrez que tout est en règle. » Mais son pied tapait nerveusement contre le pied de la table, un geste qu'Henri ne manqua pas de noter. Anaïs apporta l'annuaire, et Henri composa lentement le numéro du centre. Pendant que ça sonnait, il observait l'homme, dont le visage gardait un masque de courtoisie. « Allô ? Bonjour, ici Henri Mallet, boulanger à Saint-Simon-de-Rivière. J'ai ici un monsieur qui se présente comme éducateur pour une petite Zoé. »« Oui. Monsieur Delma. » Il y eut un silence au bout du fil. Henri fronça les sourcils. « Vous dites ? » ?»« Je vois. Merci. Merci beaucoup. » Il raccrocha, le cœur battant un peu plus vite. Il prit une gorgée de café pour masquer l'émotion, puis regarda l'homme droit dans les yeux. « Vous me disiez être son référent depuis 3 mois ? C'est étrange, le centre me dit qu'ils n'ont personne de ce nom. Et qu'ils ont lancé une alerte ce matin pour disparition inquiétante. » Le masque tomba, juste un éclat. Les yeux de l'homme devinrent plus froids, la mâchoire plus serrée. Il doit y avoir une erreur. Zoé bondit sur ses jambes. Il garde un carnet. Avec les noms. Il m'a dit que si je parlais, j'aurais ce qui est arrivé à Manon. Les 2 retraités, restés jusque-là silencieux, se levèrent d'un même mouvement. L'un d'eux, Marcel, ancien brigadier, s'approcha du comptoir, plus droit que d'habitude. Henri fit le tour de la boutique, puis se posta devant la porte. « Alors voilà, monsieur Delma, on va attendre que la gendarmerie arrive. Vous comprenez, c'est le règlement dans notre village. Quand une enfant hurle pour sa vie, on préfère pas la croire folle tout de suite. » L'homme se leva lentement, rassembla ses gants, son manteau. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Henri le regarda sans ciller. « Non. Mais je sais à qui je décide de croire. » Le silence pesait dans la boulangerie comme une couverture trop lourde. Henri, les bras croisés, gardait sa place devant la porte, empêchant tout mouvement vers la sortie. Zoé était retournée près du four, adossée au mur, les bras serrés contre elle comme pour se protéger d'un froid intérieur. L'homme, lui, restait debout, raide, son regard passant d'Henri à Anaïs, puis aux 2 anciens désormais silencieux mais droits comme des sentinelles. Il fit un pas vers le comptoir, mais Henri leva la main. Pas un de plus. La gendarmerie ne devrait plus tarder. L'homme soupira, tenta une nouvelle approche. « Écoutez, je comprends votre inquiétude. Mais vous vous trompez. Cette petite a eu des antécédents. Elle a un imaginaire débordant, elle invente des histoires. C'est une façon pour elle d'attirer l'attention. Elle a besoin d'un cadre, de soins. » Henri ne répondit pas. Il écoutait, oui, mais il observait surtout. Chaque muscle tendu de l'homme, chaque mot choisi avec soin. Trop bien choisi. Trop rodé. Derrière le comptoir, Anaïs prit une feuille et un stylo, tendus par Marcel. Elle écrivit quelques mots puis les montra discrètement à Henri. Il cache quelque chose dans sa mallette. Il l'a touché 3 fois. Henri hocha imperceptiblement la tête, puis s'adressa à Zoé d'une voix douce. « Tu veux bien me dire pourquoi tu avais si peur tout à l'heure ? Ce qu'il t'a fait ?» Elle le fixa de ses yeux sombres, hésita, puis murmura, « Il m'a enfermé dans un sous-sol. Pas de fenêtre. Juste une ampoule. Il disait que c'était pour me protéger du monde. Qu'il me réapprenait à être une bonne petite fille. Il notait des choses sur un carnet. Et parfois, il recevait des appels, il disait des noms. Des endroits. Et il disait que personne ne me chercherait, parce que ma mère était trop loin. » Les clients échangèrent un regard tendu. Henri sentit une colère sourde monter en lui, calme et tranchante. L'homme, lui, secouait la tête, faussement atterré. « C'est pathologique. Voilà pourquoi elle doit être encadrée. Elle transpose des films, des peurs, des cauchemars en réalité. » Mais sa voix avait changé. Moins assurée. Moins lisse. Et ses mains, elles, serraient les bords de sa mallette avec une tension qui trahissait tout. Henri fit quelques pas, se posta lentement à côté de lui, comme s'il examinait un client ordinaire. « On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Juste pour être rassuré. » L'homme recula d'un pas. « Je ne vous autorise pas à fouiller mes affaires. C'est une atteinte à ma vie privée. » Henri haussa les épaules. « Alors vous n'avez rien à craindre. » Zoé s'avança, toute petite mais déterminée. « Il y a une clé dedans. Une petite clé grise avec un numéro gravé. 43. Il m'a dit que c'était la boîte des secrets. Il l'a sortie une fois quand il croyait que je dormais. » L'homme se retourna brusquement vers elle. « Tais-toi. » La voix claqua dans la boulangerie comme un coup de feu. Anaïs sursauta, Zoé recula d'un bond. Ce n'était plus le ton d'un éducateur, ni d'un adulte raisonnable. C'était un ordre brutal. Henri se tourna vers Marcel. « Tu veux bien regarder dans cette mallette ?» Marcel s'approcha, lentement, avec cette prudence qu'ont les hommes qui ont connu la guerre. « Mettez vos mains sur le comptoir, monsieur. Et pas de geste brusque. » L'homme hésita, puis obéit à contre-cœur. Marcel ouvrit la mallette. Il y avait un bloc-notes, un chargeur de téléphone, une enveloppe et une petite clé grise avec le chiffre 43. Henri sentit sa gorge se nouer. L'homme comprit qu'il ne pouvait plus jouer. « Vous êtes en train de commettre une énorme erreur.
Vous ne comprenez pas les enjeux. Henri le fixa. Je comprends que cet enfant a fui vers nous. Qu'elle savait que vous la suiviez. Et je comprends qu'elle avait raison d'avoir peur. Au dehors, on entendit enfin une sirène s'approcher. Zoé ferma les yeux, une larme coula lentement sur sa joue. Henri, sans la quitter des yeux, murmura « On t'a entendu, Zoé. Et on te croit ». La porte vibra sous les coups brefs des gendarmes. Henri s'écarta juste assez pour leur ouvrir, laissant entrer deux silhouettes en uniforme, visage grave, regard déjà en alerte. La gendarmette la plus jeune s'approcha de Zoé à hauteur d'enfant, se présentant doucement, pendant que son collègue s'adressait à Henri. Marcel, toujours près de l'homme au manteau gris, indiqua la mallette restée ouverte et la clé découverte. Il a élevé la voix, a tenté d'intimider l'enfant. L'homme tenta aussitôt de reprendre le dessus, souriant aux gendarmes avec un aplomb glacial. « Je suis victime d'un malentendu. Cette petite invente des histoires. J'ai tous mes papiers, vous verrez. Je suis éducateur certifié. » Mais son ton manquait d'assurance, comme s'il sentait que la scène lui échappait. Le gendarme lui demanda calmement ses papiers. L'homme sortit de sa veste une carte, la même que celle qu'il avait montrée à Henri. Cette fois, la gendarmette la prit, la scruta longuement. Ce badge est faux. L'impression est floue, le numéro d'agrément ne correspond à rien. Vous pouvez m'expliquer ? Le masque de courtoisie de l'homme se fissura. C'est un vieux badge, je l'ai refait moi-même car l'original était abîmé. Il s'embourbait. Zoé, debout près d'Anaïs, soufflait par saccades, mais ses yeux s'étaient fixés sur la poche de veste de l'homme. Il a un téléphone noir. Pas celui sur la table. Un autre. C'est celui qu'il utilise pour parler aux autres, il l'éteint toujours quand il rentre dans la pièce. La gendarmette s'avança, autorité calme mais ferme. « Monsieur, ouvrez vos poches. » L'homme tenta de reculer, mais il était encerclé. Dans un geste soudain, il se tourna vers Zoé comme pour l'attraper, mais Anaïs fut plus rapide, la tirant vers l'arrière. Marcel le plaqua aussitôt contre le comptoir, épaules bloquées, pendant que le gendarme sortait un second téléphone de sa poche intérieure. Allumé, protégé par mot de passe. On l'analysera. L'homme se débattit un instant, puis se figea, haletant. « Vous ne comprenez rien. Je ne suis qu'un rouage. Il y en a d'autres. Vous n'avez aucune idée. » Zoé recula, tremblante, mais elle leva la tête. « Alors il faut les arrêter aussi. » Sa voix, bien que faible, coupa net la tension de la pièce. Henri s'avança, posa une main sur l'épaule de la fillette. « Tu n'es plus seul. » Le gendarme menotta l'homme sans le brusquer. « Vous êtes en garde à vue. Toute tentative de fuite ou de résistance aggravera votre situation. » L'homme ne répondit pas. Son regard vide fixait un point au loin, comme s'il venait enfin de comprendre que le jeu était terminé. Les gendarmes l'emmenèrent, laissant derrière eux un silence étrange, mêlé de soulagement et de vertige. Zoé se laissa glisser contre le mur, les genoux repliés, les bras serrés autour d'elle. Anaïs s'accroupit près d'elle, sans un mot, posant juste une main douce sur sa jambe. Henri s'agenouilla aussi. « Tu es en sécurité maintenant. Ce que tu as fait, c'est immense. » La fillette secoua la tête, les larmes coulant lentement. « Il disait que j'étais folle. Que personne me croirait. » Henri posa une main sur son cœur. « C'est pour ça que c'est toi qu'on a cru. Parce que t'as eu le courage de parler malgré tout. » La gendarmette revint quelques minutes plus tard. « On va devoir prendre sa déposition. Elle peut rester ici, si vous êtes d'accord. Le centre de protection est à 1 heure d'ici, et elle est trop fragile pour être déplacée ce soir. » Henri regarda Zoé, puis hocha la tête. « Elle peut rester. On a une chambre au-dessus et du chocolat chaud. » La gendarmette sourit doucement. « Merci. Grâce à vous, on a peut-être mis fin à quelque chose de bien plus vaste. » Henri soupira, le regard perdu un instant dans les flammes du four. Il pensait à toutes ces années où sa boulangerie n'avait été qu'un lieu de passage, de gestes simples, de souvenirs de solitude. Et voilà qu'aujourd'hui, un cri d'enfant avait tout changé. Le lendemain matin, la lumière entrait en oblique à travers les vitres embuées de la boulangerie, filtrée par les rideaux blancs brodés que la défunte épouse d'Henri avait cousus autrefois. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle du bois humide et du chocolat fondu. Zoé était assise à la grande table, emmitouflée dans une vieille couverture, une tasse fumante entre ses mains frêles. Elle n'avait presque pas dormi, mais ses yeux semblaient plus calmes, comme si une barrière invisible avait cédé. Anaïs lui avait préparé un petit déjeuner qu'elle avait à peine touché, mais elle restait là, silencieuse, à écouter les bruits du matin, les premiers clients, les pas feutrés, les murmures respectueux. Henri s'affairait comme chaque jour, mais son regard revenait toujours vers elle. Il l'observait sans jamais l'envahir, lui laissant le temps, l'espace. Vers 10 heures, la gendarmette revint, cette fois en civil, avec un petit carnet dans la main. Elle s'assit doucement en face de Zoé. « Tu es prête à me raconter, quand tu voudras, ce que tu as vu? Ce que tu sais ?» Zoé baissa la tête, puis, lentement, elle parla. Les mots sortirent en saccades au début, puis plus clairs, plus précis. Elle raconta les semaines passées, les pièces sombres, les clés, les autres enfants qu'elle avait croisés parfois, furtivement, un garçon nommé Karim, une fille blonde qui pleurait souvent. Elle décrivit les boîtes fermées, les caméras, les listes de noms. Henri avait cessé toute activité. Il écoutait, debout derrière elle, le visage figé. La gendarmette notait tout, sans l'interrompre. À la fin, elle ferma son carnet, les traits tirés. « Grâce à toi, on va pouvoir élargir l'enquête.
Il y a peut-être un réseau, pas juste un homme isolé. Tu as tout changé, Zoé. Mais la petite secoua la tête. J'ai eu peur. J'ai failli pas courir. Henri posa une main sur son épaule. Mais tu l'as fait. Et tu as couru jusqu'ici. Tu savais, d'une façon ou d'une autre, qu'on t'écouterait. Dans l'après-midi, la gendarmerie appela Henri. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. Une voix sérieuse, posée, lui annonça que la perquisition dans le box correspondant à la clé 43 avait révélé des preuves accablantes. Photos, enregistrements, objets personnels d'enfants disparus. Une chaîne plus vaste que prévu. D'autres noms ressortaient. Et Zoé avait vu juste. Henri remercia brièvement, raccrocha, puis regarda la petite assise dans l'arrière-salle, dessinant en silence. Elle avait fait 3 traits rouges et une grande maison entourée de nuages. Le soir venu, elle demanda si elle pouvait dormir près du four, dans la petite chambre de l'arrière. Henri accepta sans poser de questions. Il déposa une veilleuse et referma la porte doucement. En haut, il s'assit dans son fauteuil usé, près de la fenêtre. Il regardait la nuit tomber sur le village, les volets se fermer, les lampadaires s'allumer un à un. Il pensait à cet enfant qu'on avait voulu faire taire, à cette vérité qu'on avait voulu étouffer, et à cette certitude qu'il avait eue dès qu'il avait croisé son regard. Il n'avait rien fait d'héroïque. Il avait juste refusé de détourner les yeux. Et parfois, cela suffisait. Les jours passèrent comme des pages qu'on tourne avec lenteur. Zoé resta chez Henri, d'abord pour quelques nuits, puis pour une semaine entière. Le temps sembla s'arrêter dans la petite boulangerie, devenue refuge silencieux d'une enfance éraflée. Elle s'installait chaque matin sur le vieux tabouret près du fournis, observant les gestes patients du boulanger, la façon dont il pétrissait la pâte, marquait les pains d'une entaille discrète avant de les enfourner, comme s'il y mettait un langage secret. Anaïs, toujours muette, avait trouvé un lien immédiat avec la fillette. Elle communiquait par des dessins, des regards, des petits jeux inventés avec les restes de farine. Il y avait, entre elles, une forme de compréhension silencieuse que les mots n'auraient pas su exprimer. Henri, lui, regardait tout cela avec une tendresse qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Il avait perdu sa fille dans un accident il y avait 20 ans. Zoé réveillait une partie de lui qu'il croyait enterrée pour toujours. Un matin, alors que le jour se levait à peine, elle descendit en chaussettes et lui tendit une feuille froissée. Elle y avait dessiné la boulangerie, avec un vieux monsieur, une jeune fille aux tresses et une petite silhouette entourée d'un halo jaune. Au-dessus, en lettres maladroites, « Ici, on me croit ». Henri sentit quelque chose se briser doucement en lui, une vieille douleur remplacée par une chaleur nouvelle. Le même jour, la gendarmerie revint avec des nouvelles, plusieurs arrestations avaient eu lieu dans la région. L'homme arrêté chez eux faisait partie d'un réseau de captation d'enfants vulnérables, profitant des failles administratives. Zoé avait été la première à parler avec assez de précision pour permettre l'ouverture d'une enquête plus large. Grâce à elle, au moins 5 enfants avaient été retrouvés vivants. On lui proposa un hébergement protégé dans un foyer spécialisé, mais elle refusa, se réfugiant derrière Henri. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda, puis se tourna vers la gendarmette. « Si vous le permettez, elle peut rester ici. Aussi longtemps qu'elle en aura besoin. » L'agent hocha la tête. « Avec tout ce que vous avez fait, monsieur Mallet, je crois que personne ne le contestera. » Le soir, après avoir refermé la boutique, Henri monta dans sa chambre. Zoé dormait déjà dans celle d'en face, un vieux chien du voisin roulé contre ses jambes. Il s'assit dans son fauteuil usé, comme chaque soir, regardant les étoiles par la fenêtre. Il pensa à cet enfant qu'on avait voulu réduire au silence, et qui, par sa seule voix, avait renversé des monstres. Il pensa aussi à la route qu'elle aurait à parcourir encore. Mais il savait une chose, elle ne la ferait plus seule. Et peut-être qu'au fond, ce n'était pas elle qui l'avait recueilli. Peut-être qu'elle l'avait sauvé lui aussi. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour entendre d'autres voix qu'on ne doit plus jamais faire taire.